Dans ça de réflexion, vous l'a dit, au Niger, eh bien, le gouvernement défie donc ouvertement l'arbitrage international malgré une interdiction formelle de la part du CIRDI, entendez par là le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Près de 1000 tonnes d'uranium auraient donc quitté fin novembre les installations d'Arlit pour être exportées, effectivement être exportées, marquant une rupture totale avec le géant français Orano, dépossédé de ses anciennes mines après leur nationalisation. Le général Abdourahmane Tiani revendique désormais le droit du Niger à disposer de ses propres richesses, scellant au passage une orientation souverainiste assumée, tournée vers de nouveaux partenaires, alors que la France perd un fournisseur essentiel pour son industrie nucléaire. Derrière cette démarche, une crise multiforme se profile, enjeu juridique majeur avec donc, selon certaines indications, l'ignorance d'une décision internationale qui risquerait, avec une risque de saisie d'actifs, incertitude sur la capacité technique, selon les sources hexagonales, à pouvoir véritablement exploiter tout seul ces différentes mines-là. C'est une situation assez particulière. Toujours à titre, le président Madakani, on a vu un acte fort être posé par le gouvernement nigérien. Est-ce que il est clair que le gouvernement nigérien est en train de défier un arbitrage international, ou alors le gouvernement veut davantage être maître de ses ressources? Je ne sais pas ce que vous appelez défier un arbitrage international. Cet arbitrage international était où lorsque Areva, parce que moi ce que vous appelez Orano là, ça vous regarde, moi Areva. Areva, c'est ça. Change le nom sans changer la réalité du pillage qu'on a causé et des désagréments qu'on a causé à un pays. Changer le nom de l'entreprise et aller s'amuser comme ça au niveau de la dénomination et de la mutation des actionnaires. Mon cher Fabrice, ne change pas la réalité. C'est-à-dire du pillage, des dettes, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient financières, humaines, qu'on laisse sur le pays. C'est du banditisme. Orano s'arroge le droit de poser des actes attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité de notre pays. Qui est une filiale juridique de la Banque mondiale. Il faut rappeler ça. Pourquoi le rapprochement? Mais je vous dis que c'est un ensemble, c'est un mécanisme juridique d'arbitrage que la Banque centrale, la Banque mondiale et les multinationales ont mis en place pour enchaîner les pays africains. C'est pour les enchaîner de manière à ce qu'on vive les choses comme ça. C'est-à-dire un État propriétaire de sa matière première constate qu'un pays a passé 50 ans à détruire le pays, à piller le pays, à exploiter le pays, à l'escroquer dans le cadre d'une exploitation coloniale d'une matière première. La France, je n'ai pas les chiffres réels, mais on peut schématiser en pourcentage. C'est-à-dire que si la France parle l'uranium au Niger, par exemple, pour 100 francs, 100 francs, la France allait revendre cet uranium sur le marché mondial à plus de 25 000 francs. Je ne sais pas si vous imaginez. Regardez un peu le rapport en termes de bénéfices. À plus de 25 000 francs. Après la révolution politique qui s'est passée, qui a eu lieu au Niger, le président Tiani, fort de son expérience, de sa connaissance de ces dossiers, au regard de la dynamique panafricaniste, a dit mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il a nationalisé Somme Air, qui était la filiale d'Orano. Alors, on fait savoir que la France, depuis 2000, achetait pour un seul kilogramme quelque chose comme 42 € le kilogramme d'uranium. Je rappelle que actuellement sur le marché mondial, l'or qui est moins conséquent que l'uranium, c'est quelque chose comme 73 millions de francs CFA, un seul kilogramme d'or. Donc vous achetez 1 kilogramme d'uranium à 27 300 francs CFA. Vous le vendez à combien? Donc, allez voir ce que les Russes donnent maintenant. C'est-à-dire que si on passe un rapport où la France rapportait, on était à moins de 600 millions. Moins de 600 millions.
la Russie donne pratiquement 200 milliards par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pratiquement 200 milliards. On ne compte pas tout ce qui est dérivé en termes d'implantation d'une pardon, comme ça, d'une usine de transformation. Mais on peut même essayer de commencer déjà à habituer, à initier le pays à la domestication du nucléaire, dans le sens de produire un nucléaire domestique. Donc je tente de vous indiquer donc, après tout ce qu'on a vécu, le Niger décide de nationaliser son uranium. Que fait la France? Elle s'en va directement mobiliser les soi-disant arbitres internationaux liés à la Banque mondiale pour interdire la vente de l'uranium du Niger. Donc c'est dans ce cadre que cette histoire d'arbitrage apparaît, le CID apparaît pour masquer ce qui est un vrai crime. Comme à chaque fois, on donne toujours raison aux multinationales. Non, le Niger est déterminé. Dans le Niger a porté plainte contre l'uranium. Tout à fait. Ça a à voir avec le désastre écologique causé par l'exploitation du Niger, au Niger depuis 50 ans. Département d'Arlit. C'était le mot désastre de MMPC. Il y a eu des rapports et des rapports, non seulement de l'État français, mais la société civile nigérienne, qui n'a pas cessé d'interpeller la direction d'Arlit sur les conséquences écologiques du pillage de l'uranium. Selon l'étude géologique du terrain, les mesures de dose effectuées sur ces matières révèlent une toxicité des carottes radioactives qui ont été découvertes principalement à la zone de Madaoula. Oui, ben ça c'est indépendamment. Dans la zone d'Arlit. Oui. Ça c'est ce qu'on a découvert, mais ça n'a rien à voir avec le fait que toute la région est polluée. Donc le taux varie entre 7 le Niger a porté à plainte. 10 microsphères. Le débat que se pose, c'est que vous allez vous alors le Niger a dit je dose suis normale il n'est pas question comme au fond. Ces habits internationaux qui, pendant 50 ans, il faut aussi préciser normal que la France fasse que les échantillons prélevés ont mis en évidence de l'uranium. L'association de deux produits, à savoir le bismuth, la détermination 200 de l'État nigérien qui compte exercer sa souveraineté sur le secteur de l'uranium par les moyens étatiques dont il dispose. Et il a déjà trouvé un partenaire avec qui il a signé des accords, la Russie. Mais la Russie n'est pas la seule. L'Iran est demandeur, la Turquie est demanderesse, l'Iran est demandeur, la Turquie est demanderesse. Donc, alors, on est en train d'aller, la France veut coincer le Niger dans le sens d'obtenir un verdict en matière d'arbitrage qui peut être équivalent à ce qu'elle est en train de perdre. De manière à dire, ok, à défaut de me payer ça, à ce moment où on s'entend. Donc elle veut reprendre d'une autre main, la main gauche, c'est qu'elle a perdu de la main droite. En fait, c'est ce qu'il y a derrière cette affaire. Elle fait tout pour vouloir annuler cette affaire, annuler ça. Donc, au-delà il n'y a pas de débat là-dessus, nous soutenons le Niger, nous sommes fiers du général Tchadi de sa démarche, n'est-ce pas? Mais je suis en train de dire, ça pose quand même un problème, et ça devrait servir de cas d'école. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'à aujourd'hui dans quel contexte et dans quel cadre nous avons exporté le matière première. Le fait de se contenter d'exporter la matière première à l'état brut a fait de l'Afrique un illettré général en matière de normes internationales, c'est-à-dire le cadre international qui permet aux Occidentaux, aux multinationales, de cadenasser, n'est-ce pas, les exploitations concessionnaires qu'elles ont sur le continent, dans le sens où il sera extrêmement difficile à un État africain de rompre ces accords et de s'en sortir. On va vous épuiser dans les procès. Des contrats d'exclusivité, en oui, tout cas sur l'exploitation, l'exploration, même la commercialisation de richesses. C'est ça le vrai enjeu. C'est ça que l'expérience du Niger est intéressante. Si tu penses que le Niger est très très intéressant, on verra comment, n'est-ce pas, ce partenariat russo-nigérien peut casser le carcan qu'on voit là. C'est-à-dire que on sait qu'on est dans une situation de pillage colonial dans un pays, tout le monde le sait. Mais on s'assure de normaliser, c'est-à-dire de banaliser ça, pas des normes, pas des signatures, les normes, les contrats que vous signez, etc. Ces contrats-là sont protégés par vos bailleurs internationaux qui sont les guichets devant lesquels
vous vous agenouillez matin, vous dites ça pour avoir de l'argent. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire, on va vous intimider, on n'a pas besoin de tirer un coup de fusil. Il suffit que la Banque mondiale et contrôle disent qu'on va fermer tel guichet. Vous voyez la pression qu'on fait sur le pays. Donc, c'est le système-là qu'il faut étudier. C'est le système-là qu'il faut regarder sérieusement et utiliser notre intelligence pour mettre ça désormais, pour détruire ce système, le neutraliser. C'est en cela que cette expérience est intéressante. Et je vous dis que tous les pays africains regardent. On est en train de regarder. Le Mali a donné un exemple avec la question de l'or. Elle a gagné. Il a trouvé 716 milliards qui ont été récupérés. Il s'est agité, mais il est venu payer. C'est de la jurisprudence stratégique qu'il faut capitaliser pour que désormais, une véritable expertise stratégique et opérationnelle émerge sur le continent de manière, mon cher Fabrice, à mieux valoriser nos matières premières. C'est l'enjeu de tout ça. C'est l'enjeu de tout ça. L'affaire, ce n'est pas simplement un barreau d'honneur du Niger qui dit « je nationalise mon oignon ». Non, c'est un enjeu majeur pour l'Afrique. Parce que ce qui se passe là va déterminer désormais nos relations avec la Banque mondiale, avec le FMI et les multinationales occidentales qui se sont toujours habitués à la masse de matières premières à 0 francs. Pourquoi? Il faut comprendre. Parce que quand nous parlons de la question du franc CFA souvent, certaines personnes, des petits Africains esclaves de la France, s'amusent à vouloir banaliser la question. Mais c'est faux. La contrepartie de la zone franc, c'est quoi? C'est ça. C'est que, à partir du moment où la France, à travers la zone franc, a le monopole de l'émission monétaire, de la production monétaire, de toutes les transactions monétaires, n'est-ce pas? Et que la conséquence c'est quoi? C'est la privation, n'est-ce pas, au niveau des États, de toute capacité monétaire. La conséquence c'est quoi? C'est que, Fabrice, aucun président africain ne peut s'amuser avec la France. Parce que tu t'amuses, tu peux ne pas avoir, tu peux être en mesure de ne pas payer tes salaires, tu vas, tes ouvertures internationales, transactions internationales, tes rapports, tes relations avec les guichets internationaux, elle va fermer les portes, etc. Donc, du coup, les présidents eux-mêmes s'auto-censurent, s'auto-disciplinent dans le sens où, et c'est la contrepartie non écrite, toutes les matières premières, de facto, appartiennent à la France. C'est dans ce contexte qu'on a vu les pays africains, c'est-à-dire que, bon, vraiment, en fait, c'était une matière première de nom, mais de fait, comme de jure, d'une certaine façon, ça appartenait à la France. Il faut bien voir les liens, hein? Il faut bien voir les liens, comment tout ça a été agencé. Donc, ça explique donc que pendant très longtemps, l'expertise africaine en matière consistait à accepter qu'on donne on s'assoit, on met en place un gentleman agreement avec la famille présidentielle, c'est-à-dire on lui verse de l'argent, et les miettes entrent dans les caisses de l'État, et on dit voilà le contrat, voilà un contrat, voilà un accord. Voilà un accord de gestion, de plantation de nos matières premières. Et quand vous allez gratter comme ça, vous voyez, c'était du scandale, Fabrice. Mais un scandale qui était couvert, d'abord, par le gentleman agreement qui permettait de soudoyer les familles présidentielles, deuxièmement, par le fait que, en échange de la couverture du franc CFA, nazisme monétaire, la France, le sous-sol appartenait à la France. Les matières premières appartenaient de fait à la France. C'est-à-dire que la France s'est retrouvée pendant très longtemps être une grande vendeuse. Hein? Une grande vendeuse d'oignons sur le marché mondial. Alors que quand on allait regarder, on dit que dans ce sous-sol, elle n'a pas. C'est ça. Il faut bien voir la chaîne. Il faut voir toute la chaîne pour voir comment l'expérience du Niger, ce qui se passe au Niger, est très, 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 très important pour nous, pour les Africains, parce que l'issue de ce combat-là va déterminer désormais notre rapport à nos matières premières. Il faut changer totalement ce rapport, totalement. J'étais très content de voir, j'espère que ce n'est pas un effet d'annonce, de voir M. Oligui Nguema dire au Gabon que désormais, on va, c'est sur place, on va transformer sur place. Ça ne sort plus comme ça. On va transformer sur place. Il disait à M. Macron, tant mieux. Tant mieux. Mais ce n'est pas une affaire de parole d'honneur, ce n'est pas une affaire de discours, Fabrice. C'est une affaire d'expertise. Donc, il y a une grande réflexion à mener à partir de ce qu'on est en train de voir là. Bravo au Niger. Bravo pour le rôle avant-gardiste dans ce qu'on est en train de voir là. Bravo.